Bon, salut à toi, Chris. Salut, Merci à toi de m'accueillir dans le club. Bon, avec plaisir. pour être très honnête donc avec vous, Chris, donc c'est mon prof de jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien cette année. Comme vous le savez, auparavant, je faisais des sports de combat, donc du karaté et aussi de la boxe. Et donc cette année, j'ai voulu donc commencer le jiu-jitsu brésilien parce que dans les sports de combat, comme vous le savez, le jiu-jitsu brésilien c'est très 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 important et surtout avec l'essor du MMA. Donc voilà, c'est mon prof, on se connaît déjà. Et c'est aussi donc, le prof de Flo que je vous ai déjà présenté auparavant, qui est donc notre apprenti chez Team Nutrition et qui a fait évoluer donc, Flo et en atteignant cette année le titre de troisième au championnat d'Europe À Paris, ouais, à Paris. Donc très grosse compétition. ouais. C'était un grand événement. Pas parce que ça a été en France, mais de tous les championnats d'Europe que j'ai participé, je pense que là, ils ont bien cartonné la CFIGB avec les BGF. Ok. Ouais, ouais, on a vu déjà au niveau de l'organisation, c'était vraiment un gros truc, c'était à l'INJ. Et ouais, c'est vrai que c'était une grosse compétition. Déjà dans un premier temps, je te laisse te présenter un peu, voilà, dire un peu qui tu es globalement. Bon, je m'appelle Christian Rodriguez, donc je suis brésilien. J'ai démarré le jiu-jitsu au Brésil. Donc cette année, j'ai fait 35 ans de pratique. D'accord, c'est l'anniversaire de 35 ans de pratique. J'ai toujours été un combattant. Donc j'ai participé des premiers championnats du Brésil, des premiers championnats du monde au Brésil. Donc j'ai pas mal d'expérience d'entraînement avec des gars assez connus de l'époque, lui aussi d'aujourd'hui. J'ai pas mal d'élèves aussi titrés. Donc bref, je suis le référent et le head coach de la ZR Team en France. Donc voilà, ma vie tourne autour de ça. Et c'est à Nice, donc il y a énormément de clubs de jiu-jitsu brésilien. Moi, je tiens à préciser, c'est Chris quasiment qui a formé tout le monde ici, en gros. Même Ouais. dans tous les clubs, la plupart, même quand j'en parle en dehors, aussi bien au magasin qu'on avait le magasin à Nice, les gens ils me disent oui, voilà, on a tous commencé avec Chris et après, les autres entraîneurs, tu les as aussi formés. C'est vrai que j'ai été le premier, on va dire comme ça, à créer un vrai club de jiu-jitsu brésilien à Nice. D'ailleurs ici, c'était la première salle où j'ai commencé. Voilà, Ok. on va dire un peu plus de 20 ans en arrière. Un peu plus, un peu moins, je me rappelle plus trop. Et c'est vrai que tous qui ont des clubs aujourd'hui, ils ont démarré avec moi, quoi. Voilà, c'est-à-dire que certains, ils ont resté jusqu'à la ceinture marron, d'autres jusqu'à la ceinture violette. Donc, mais ils ont quasiment tous commencé avec moi. Pas tous, mais quasiment tous. Ouais. Alors déjà dans un premier temps, voilà, comment tu as commencé déjà à la base le jiu-jitsu brésilien, donc tu as commencé au Brésil. Pour quelles raisons tu as commencé et qu'est-ce qui t'a fait continuer aussi dans le jiu-jitsu brésilien? Ben, j'avais deux options à l'époque. J'avais deux options. J'habitais à Rio à cette époque-là. Donc, dans le club où on pratiquait, on faisait de la piscine, tout ça, il y avait des arts martiaux. Donc, il y avait du karaté, il y avait du jiu-jitsu. Donc, mon père m'a inscrit aux deux, karaté et jiu-jitsu. Ok. Donc, j'avais un peu plus de 9 ans. On a déménagé à Recife où j'ai continué aux entraînements. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais arrêté en fait. J'ai arrêté le karaté. Ouais. T'en as fait combien de temps du karaté? Pour le karaté, j'ai fait de mes 9 aux 12 ans. Donc du coup, j'ai laissé le karaté justement, en gros, je devais choisir entre l'un et l'autre. Ouais. J'ai choisi le jiu-jitsu. Après, ça a commencé à s'enchaîner, les entraînements, les compétitions, les petits problèmes de famille, parce qu'on grandit, on a l'école, on est au lycée, on est au collège, donc on a tendance à un peu relâcher l'école parce qu'on va trop s'entraîner. Donc il y a eu pas mal de petites choses, mais je n'ai jamais abandonné. Et donc, dans un premier temps, voilà, tu as continué, t'as continué en tant que, voilà, au début c'était du loisir, c'est ça? Ou c'était une raison spécifique? Non, au début c'était du loisir.
Déjà à l'époque, j'ai faisais du surf depuis tout petit, donc du coup, on voyait beaucoup de surfeurs de l'époque professionnels qui apparaissaient dans les magazines de surf avec les kimonos, ils faisaient la liaison, jiu-jitsu brésilien, surf et tout Ok, ça. d'accord. Parce que c'est vrai, même les marques de kimono comme Moscova, etc., ils sont Voilà, liés aussi au surf, j'ai remarqué. voilà. Je sais pas Donc, pourquoi. parce que le surf, déjà, c'est un sport qui donne une hygiène de vie énorme. Et le jiu-jitsu, il rentre là-dedans parce que c'est un sport aussi qui partage cette hygiène de vie, quoi. Ok. Donc, cette énergie, voilà, vu que c'est un sport où beaucoup des mouvements sont sortis des animaux, donc il y a toute une liaison derrière, vous voyez, toute une liaison naturelle. Ok. Donc sans compter le style, ça attire beaucoup plus, quoi. C'est pas, même si c'est un sport assez ancien, mais ça reste toujours quelque chose de beau à Ouais, voir. ouais, bien sûr. Et tu as le plaisir de pratiquer. Vous voyez, Ok. c'est comme ça a été créé aujourd'hui ou Ouais, hier. ouais, ça évolue, hein, vraiment ça évolue en fait. Ça évolue Progressivement, énormément. ça évolue, même avec. On voit à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui commencent à faire du jiu-jitsu brésilien Ouais. qui n'en faisaient pas avant. Ouais. C'est vraiment, entre guillemets, le sport de combat qui est énormément à la mode et démocratisé beaucoup avec le MMA. Ça a été énormément démocratisé. Donc j'avais aussi une question par rapport à tes réalisations. En tant que compétiteur, dans un premier temps, quels ont été tes titres, tes réalisations? Qu'est-ce qui t'a fait venir aussi en France? Voilà ton parcours globalement jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Quelles sont tes réalisations? Mais j'ai beaucoup de réalisations. Donc, de la plus petite au plus grand rêve. Donc, j'ai jamais été champion du monde. Donc, ça, ce n'est pas un regret parce que j'ai été prêt. C'est pas un regret parce que je me suis toujours préparé pour. J'étais champion au Brésil. J'étais champion de plusieurs compétitions, plusieurs titres, plusieurs Open, à mon époque surtout, quand on était débutant, on avait pas mal on avait les compétitions à Rio, c'était à cette époque-là, Ouais. les plus importantes, le championnat du Brésil et le championnat du monde. On avait les petites Open, comme on appelle aujourd'hui, on appelle ça une Copa. Ok. Donc, Copa Voado, Copa de Rio, Copa de Recife, etc. Donc il y avait quasiment 3 à 4 compétitions par mois. Quoi. C'est comme tout le week-end. C'est comme les Open ici, Open d'Antille, Open de Lyon, Voilà, etc. voilà. La Avec seule, plus de niveaux, la etc. seule différence, c'est que bon, on avait 100 personnes par catégorie. Ouais, ok, rien à voir. Donc c'était un Open, voilà. Mais bon, j'ai pas mal de titres. J'ai pas mal de titres importants chez moi, en ceinture de couleur, en ceinture blanche, ceinture de couleur. Quand je suis venu en France, j'ai été toujours passionné pour ce que j'ai fait. Ok. Et je n'arrive pas à faire les choses à 99%, il faut que ce soit 100%. Quand j'étais ceinture bleue, mon professeur est parti en voyage, par exemple, aux États-Unis. À l'époque, il était directeur de compétition du club. Et c'est moi qui faisais les cours. Je séchais l'école, c'est-à-dire je séchais l'école, je n'allais pas à l'école pour faire le cours du matin, par exemple. Ok. Et je faisais aussi le cours du soir. On avait une dizaine de ceintures noires sur le tatami, mais c'était moi qui faisais le cours. Et pourquoi c'était toi qui faisais le cours? Parce que j'ai demandé. Ah d'accord, tu voulais en fait. Je voulais le faire. Ok. Donc, j'ai toujours voulu le faire. Parce que pour moi, quand tu enseignes, tu apprends 2 fois plus. Le fait d'enseigner, le fait de montrer, le fait de développer ton cerveau sur quelque chose qui te plaît, ça tu fais, revenir en arrière sur des souvenirs de ces choses-là que tu as déjà appris, Ouais. et le pouvoir de montrer des nouvelles choses que tu viens de voir. Ok. Donc enseigner pour moi, ça a été toujours ça. Et je faisais toujours des beaux résultats quand j'ai enseigné, quand je donnais des cours. Donc, je pense que c'est de là mon côté coach, quoi, mon côté enseignant, le côté envie de faire évoluer les gens, de donner aux gens ces changements de vie en connaissance du jiu-jitsu. Et en France, ça n'a pas été différent. Quand je suis venu ici, dans cette salle, ils faisaient de la lutte. Et je me suis présenté. Et eux, ils avaient déjà 3 ou 4 qui s'entraînaient, donc je me suis mis avec eux, on s'entraînait et tout. Et j'ai dit, les gars, je vais ouvrir mon club bientôt. Donc, je pense qu'ils n'ont pas cru. Que c'était vrai au début. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire les cours ici et j'ai loué un local au port.
Ok. Ce local-là, j'ai commencé avec les cours, 3 cours par semaine, jusqu'à avoir des cours tous les jours, toute la journée. D'accord. Donc pendant des années. Et qu'est-ce qui t'a fait venir en France? Pour quelle raison tu es venu en France du Brésil? J'ai une liaison avec la France un peu intéressante en sport, qui vient du côté de mon père, qui est un ancien officier de l'armée, qui a travaillé avec l'armée française, l'armée de plusieurs pays. Et quand je suis venu en France, je suis venu avec un Français justement pour donner un stage. Donc du coup, je suis rentré au Brésil, j'ai parlé à mon professeur, j'ai dit j'aimerais bien ouvrir un club là-bas. Et ben, il m'a dit écoute, il y a Jean, qui aujourd'hui il n'est plus là parmi nous, qui aimerait bien que tu viennes à Perpignan pour ouvrir un club, etc., okay. etc. Donc j'ai été à Perpignan, ça n'a pas marché justement pour son état de santé. Et donc, je suis venu à Nice pour le biais d'un ami. Il m'a dit, Christian, écoute, je pense qu'à Nice, tu auras du quoi faire. Et c'est là où j'ai démarré mon projet. Ok, donc en fait, tu voulais partir en France. Ouais. Tu avais pour projet d'enseigner en France. Tu aimais ça, d'enseigner. Et donc, c'est de là où tu t'es dit, vas-y, je vais venir en France. À Nice, il y a un potentiel. JB n'était pas développé du tout déjà à cette époque-là. Non, il y avait quelques-uns qui connaissaient, qui s'entraînaient parce que les gens y voyaient, ils étaient obligés aux États-Unis, etc. Il n'y a pas vraiment un club, voilà. Ok. Et alors, quels ont été tes défis, tes problématiques en tant que compétiteur, en tant qu'entraîneur et durant cette évolution, donc le moment où tu es venu du Brésil en France? J'aimerais bien pouvoir alimenter cette question avec des bonnes réponses, peut-être. Mais moi, je ne peux pas, comme on dit, cracher dans le plat que j'ai mangé. Ouais. Si je te dis la vérité, je n'ai pas eu de problématiques. J'ai été un gamin élevé dans une bonne famille. À mon époque, tu venais pas d'une famille qui avait de l'argent, tu ne pourrais pas faire du jiu-jitsu. Ok. Tu allais faire de la capoeira, par exemple. Ok. Parce que c'était cher, parce que c'était un sport d'élite. Parce que voilà. J'ai jamais eu une galère, on va dire comme ça, financière. Ouais, je dormais dans la rue. Ouais, j'ai jamais été fier de dire, ouais, je viens d'une favela. J'ai jamais habité dans une favela de ma vie. Ok. Même si mes meilleurs amis, ils habitaient là-bas. Ils habitent jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai jamais habité. Donc je peux pas dire. Par contre, j'ai eu des galères différentes, comme par exemple, à 9 ans, j'ai développé une épilepsie. Et ça m'a failli presque mourir une fois dans le jiu-jitsu à cause de ça. Ça, c'était un problème où tu entends le médecin dire, Christian, il faut que tu arrêtes tout parce que là, tu as une crise pendant un étranglement ou quoi, tu restes. Ouais. Tu peux plus surfer parce que, et d'ailleurs, j'ai eu une crise dans l'eau, je me suis réveillé 3 jours après à l'hôpital. Wow. C'est un ami à moi qui habite en France aujourd'hui qui m'a sauvé, qui m'a tiré de l'eau comme ça. Tu as fait une crise dans l'eau? Ouais. Et donc ton pote, il est venu? Il était à côté de moi assis sur sa planche, il m'a regardé, j'étais plus sur ma planche et il a plongé, il m'a tiré d'eau comme ça et je me suis réveillé 3 jours après à l'hôpital. Ok. Et aujourd'hui, il est à Montpellier avec sa femme et sa famille, il habite là, Marcos. C'est un très bon ami à moi d'enfance. Donc, je pense que la plus grosse galère que j'ai eue, c'est celle-là. C'est le fait d'avoir tout. Et quand je te dis tout, c'est tout. J'ai toujours eu tout. Mon anniversaire, tu veux quoi? Tu veux aller à Disney, à Orlando? Tu veux quoi? J'ai dit, je vais passer ma semaine à Rio parce qu'on a le championnat du Brésil. Donc, vas-y. Mon problème, c'était pas une question d'aller aux États-Unis voir Mickey. Ouais. C'était d'acheter un nouveau kimono et combattre au championnat du Brésil. C'était préparer ta compétition. Quoi. Voilà. Tant que d'autres ne pourraient pas faire le choix, je pourrais. Donc ma galère, elle n'était pas là-dessus. Ce n'était pas une galère financière, pas du tout. C'est plutôt une galère de santé. Et que jusqu'à un certain âge, j'ai eu ces problèmes. Mais à un moment donné, je me suis dit, nous au Brésil, on est beaucoup croyants. Je crois beaucoup en Dieu. À un moment donné, j'ai dit, ce n'est plus moi le médecin, c'est moi et Dieu. Donc c'est lui qui peut me garder, c'est lui qui va pouvoir mettre sa main sur moi et dire tu vas le faire et tu vas le faire.
Et je l'ai fait. Donc, je continue à surfer, je continue à faire du jiu-jitsu et à m'entretenir, T'as gardé une forme physique. garder une forme physique, mentale surtout, Ouais. comportementale. Bon, effectivement, on a des êtres humains, donc on a des hauts et des bas. Vous voyez, donc c'est comme le corps. Des fois, tu as une baisse d'insuline, tu es plus fatigué, l'insuline est machin. Bref. Mais le plus important, c'est ta motivation, c'est ta conviction, c'est ce que tu crois, Ouais. c'est où tu t'accroches. Ton objectif, quoi. Mon objectif, ça a été d'être là aujourd'hui. Ok. Mon objectif, ça a été toujours d'être le premier. Alors, moi, je parle souvent sur les réseaux de façon générale. Je dis souvent aux personnes qu'il faut avoir un objectif. Pour toi, c'est essentiel d'avoir un objectif. On ne peut pas faire quoi que ce soit sans avoir un but. D'accord. Ça, j'ai dit à tous mes élèves. Je dis, les gars, vous pouvez être là pour le plaisir d'y être. Mais l'être humain, il envisage toujours quelque chose. Bien sûr. Sinon, pour quelle raison s'entraîner? Tu peux t'inscrire au club. Ouais, je suis allé visiter un club, il y avait une belle fille centenaire. Je vais m'inscrire parce que là, je vais montrer. Et tout ton but, qu'il soit éphémère, qu'il soit en gros, il faut toujours un but. Donc moi, je n'ai fait rien sans un but précis. Tous mes élèves qu'aujourd'hui se distinguent et qui vont se distinguer encore dans le milieu du jiu-jitsu, c'est parce que mon but aujourd'hui en tant que coach, c'est uniquement de former mes élèves et de transformer leur vie, de faire des vrais compétiteurs, qu'ils ont 20 ans, qu'ils ont 60 ans. À partir du moment qu'ils me disent, coach, j'aimerais bien aller combattre au championnat du monde, au championnat d'Europe, là, il vient d'appuyer un bouton, il vient de faire un reset sur lui-même. Et c'est là où je vais commencer à travailler sur son mental, sur son physique, sur sa pratique du sport. Donc c'est là où je vais commencer à lui motiver plus pour qu'il puisse continuer à s'entraîner correctement, lui montrer le bon chemin. Donc mon but c'est ça, c'est de sortir d'ici un champion du monde. Parce que ça, je l'ai remarqué quand je suis venu m'entraîner cette année. Globalement, tu disais, si vous voulez vous entraîner pour le plaisir, c'est bien, mais moi ici, je forme des champions. Je suis là pour former des champions. Exactement. Et c'était le but, c'était de sortir de nos conforts, que si on est là pour s'entraîner par-ci par-là, en gros, c'est pas que ça t'intéressait pas, mais voilà, toi, tu veux que tes élèves se la donnent et que toi, tu appuies derrière pour pouvoir faire en sorte qu'ils atteignent leur objectif. Exact. Mais voilà, contrairement aux autres clubs que j'ai vus globalement dans tous les sports, hein, ici, clairement, quand on s'entraîne avec toi, c'est principalement qu'on ait un objectif et qu'on ait un objectif de compétition. Et c'est très important de préciser que quand je parle aux élèves, quand je parle à l'équipe, je parle à tout le monde. Je ne parle pas aux compétiteurs, je ne parle pas aux loisirs. Ouais, mais comment tu veux qu'un loisir il devienne compétiteur? Mais ces loisirs-là, il ne va pas seulement devenir un compétiteur, mais il va être meilleur que le plus gros compétiteur qu'on a dans le club. Simplement le fait qu'il a le même potentiel d'entraînement, il a le même sparring que l'autre, seulement il n'a jamais fait une compétition de sa vie. Ouais. Mais si tu tournes avec lui sur le tatami, tu vas avoir autant de difficultés que tu as. Donc, quand on dit quelque chose, quand je dis quelque chose, quand je motive aux élèves, c'est pas pour que le gars il s'est dit si démotive, il s'est dit ouais mais moi je vais jamais devenir un champion, moi. Non, c'est pour que justement ils se disent peut-être je ne serai jamais un champion. Mais je suis dans le chemin pour réussir. Et si je ne réussis pas, je vais toujours rester dans le chemin. Ça veut dire que ces mecs-là, ils commencent de la blanche à noire. Il n'a jamais gagné quoi que ce soit. Mais il n'a jamais abandonné. Ouais, bien sûr. Son niveau technique, il est aussi grand que le niveau technique d'un champion du monde. Donc, les mots, ils doivent être pris dans un sens global, pas dans un sens unique, ni au pied de la lettre, comme on dit. Vous voyez? Donc, si je veux que toi, tu sois un champion, toi, tu sois un guerrier, toi, c'est parce que je veux que tu prennes au sérieux ce que tu fais ici. Okay. Je veux que les élèves ils prennent au sérieux ce qu'ils font ici. Et c'est comme quand quelqu'un vient dans mon club et ne cherche pas un loisir. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, tout le monde me connaît en France. Bien sûr. Tout le monde sait qui je suis, tout le monde sait comment j'ai fait. Peut-être ils connaissent le Christian de 5-10 ans en arrière. Ils ne connaissent pas le Christian d'aujourd'hui.
Peut-être tu connais le Christian le plus dur, plus rigide, plus, connaissent pas le Christian plus souple, plus enseignant, plus méthodique, vous voyez, plus motivant. Et bref, un ou l'autre sont la même personne. Donc, ils savent quand ils viennent ici, c'est pour s'endurcir, c'est pour s'améliorer, pas que physiquement, pas que dans le jiu-jitsu, mais aussi mentalement, c'est le plus important. Alors, moi j'avais une question par rapport, de façon générale, en tant que compétiteur, les personnes qui me regardent et les personnes qui sont dans un sport de combat ou globalement dans le sport de façon générale. Bon, toi, par rapport au jiu-jitsu brésilien, quelles sont les clés, quelles sont les choses qui font que tu peux rester motivé et régulier de façon constante? Bien, ma motivation aujourd'hui, c'est mon équipe. Je démarre cette réponse en te disant qu'au championnat d'Europe 2023, on a été la seule équipe basée en France, d'accord, en Europe et au Brésil, mais voilà, qui a fait 2 trophées dans le classement général, 2 troisième places. On était derrière uniquement les 2 plus grosses équipes, les 3 plus grosses équipes mondiales, c'est Checkmate, Alliance et Atos. Donc, ce qui me garde motivé, c'est le fait que quand je mets le pied ici, que je viens m'entraîner, mon tatami soit plein. Mais plein de gens qui veulent bouffer mon énergie. Okay. Plein de gens qui veulent prendre tout mon savoir. Plein de gens qui veulent évoluer comme je veux qu'ils évoluent. Vous voyez? Donc, ma motivation aujourd'hui, ce n'est plus en tant que compétiteur. Aujourd'hui, c'est en tant que coach. Ma motivation aujourd'hui, c'est de voir mes élèves faire des erreurs ici, corriger ces erreurs ici. Que ce soit une petite compétition à Marseille ou à Nice, que ce soit une grosse compétition comme un championnat d'Europe ou du monde, tout ce qu'ils vont reproduire en compétition, c'est ce qu'ils font ici. Okay. Donc aujourd'hui, ma plus grosse méthode. Comment j'arrive à garder cette motivation? C'est justement le fait que ma tête est tournée autour de ce que je dois faire pour mes élèves, pour mon équipe. Je peux avoir 2 travails la journée, je peux avoir une famille, je peux avoir beaucoup de choses à faire. Mais sachez 99% de mon cerveau, si tu mets tout ça dans un tableau, il est en train de réfléchir 24 heures sur ce que je veux faire avec mon équipe. Donc, c'est le fait que tu as des personnes qui sont là, motivées, qui veulent évoluer. Toi, c'est ça qui te motive en fait. Exactement. Tu fais en sorte que tu restes motivé. Exactement, parce que on peut tout dire. Ouais, j'ai un club, super. Ouais, j'ai un petit club, super. Le mot petit, ça marche pas avec moi. J'ai pas de petit club, j'ai pas de petite personne, j'ai pas de... Non. J'ai un club, j'ai une équipe. Voilà, solide. On gagne, on perd. On perd, on apprend, on vient, on revient, on s'entraîne pour gagner. Donc, la motivation est là-dessus. Je n'arrive pas, moi, Christian, personnellement, à faire les choses à 99%. Okay. Il faut que tout soit fait à 100%. Au 100% de chacun. Au 100% de l'élève qui peut venir que le lundi, un lundi, parce que toute la semaine, mais que le lundi, donc 4 fois par mois. Mais il est motivé à 100%. Oui. Tous les lundis, il va prendre la technique de la semaine, qui va reproduire le lundi d'après, qui va reproduire le lundi prochain, qui va reproduire le lundi d'après. Comme le gars qui peut venir tous les jours, matin, midi, soir. Ok. Vous voyez, donc c'est tout le temps une marche en avant. Alors, pour toi, quels sont les éléments importants pour que tes élèves soient performants physiquement et mentalement? Donc, vraiment concernant tes élèves, quels sont les clés, les éléments qui font que il faut qu'ils soient prêts physiquement mais aussi mentalement? Voilà. Comment tu t'adaptes? Là, tu cherches mon secret. Là, tu cherches mon secret. Écoute, je vais te parler dans le sens global parce que pour moi, c'est pas une question difficile. C'est une question facile parce que c'est quelque chose que j'ai découvert depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui fait les gens s'accrocher à moi, ils n'est pas me lâcher. Ouais. Et qu'est-ce qui fait les gens aussi partir de chez moi, ils n'est pas resté. Ouais. Donc, le travail mental que j'ai fait avec mes élèves, c'est basé sur le jiu-jitsu. Chaque élève, il y a une façon d'y penser. Ces championnats d'Europe, c'était une clé pour ça, pour moi. J'ai des élèves ici, c'est toujours des couleurs.
très très forts techniquement pour leur niveau, mais vraiment forts, que j'ai tout misé au championnat d'Europe. J'ai dit là, on a un or dans cette caté, là on a de l'heure dans cette caté. Ces deux élèves-là, ils ont raté leur catégorie. Un, par le comportement, l'autre par le comportement et le stress. On peut tout faire, on peut tout essayer. Sans que si la personne ne veut pas être aidée, on ne va pas réussir. Bien sûr. Ce n'est pas de l'hypnose, si vous voulez. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un robot. On met une carte dedans, non. Comment j'arrive à faire que mes compétiteurs, ils ont un mental d'acier? C'est simplement le fait que moi, j'ai un mental d'acier. Et avec l'expérience que j'ai dans ce sport-là, je peux lui transmettre par biais des exemples personnels à moi, par le biais des méthodes que j'ai appris moi, comment être calme, comment réfléchir, comment être lucide pendant un combat, comment chercher cette lucidité. Vous voyez, travailler sur chaque personne différemment. Celui qui travaille du matin au soir et qui vient à 20h s'entraîner fatigué, comme celui qui passe la journée à la gym et au jiu-jitsu. Donc c'est un travail à part entière, c'est un travail que je te dis que c'est le plus haut, le côté plus fatigant du coaching. C'est l'aspect mental. C'est l'aspect mental. Parce que des fois, tu peux dire à un élève, écoute, respire, réfléchis sur ce que tu es en train de faire. Dès que la situation change, ton cerveau, il va automatiquement être conditionné au changement. Et tu vas avoir une mémoire physique qui va te permettre mémoire musculaire qui va te permettre de suivre cet changement. Et d'autres, tu dois les crier dessus. Parce que si tu parles comme ça, il ne va pas retenir. Oui, bien sûr. Et celui-là, si je leur ai parlé un peu plus différemment, il n'aurait pas compris non plus. Donc chaque personne, c'est une... Aujourd'hui, les gens me connaissent par cœur parce que je suis quelqu'un de très facile à connaître. Donc, ils vont te dire, ouais, Christian, côté mes coachs, l'autre il va dire, ouais, mais moi, il ne m'a jamais crié dessus. Au contraire, parce que tu as certaines personnes, ça leur sert à rien. Exactement. Parce que chaque personne, c'est différent. Chaque coaching, c'est différent. Tu t'adaptes vraiment. Et tu es obligé de t'adapter. Moi, j'ai des expériences, j'ai eu des trisomiques dans mon club, j'ai eu des handicapés moteurs. Comment tu fais avec un trisomique quand il est entendu pleurer au bord du tatami parce qu'il a peur de s'entraîner? Donc, si tu n'as pas l'expérience ni la formation pour arriver et convaincre cette personne de s'y mettre sur le tatami avec toi, de mettre le kimono, de monter sur le tatami avec toi, d'essuyer ses larmes, de regarder qu'est-ce qu'on fait et d'essayer avec lui. Et en sortant, il est à la banane, il a le sourire, le lendemain il revient. Ça, c'est une victoire. Ouais. Donc, c'est le plus difficile, c'est travailler le mental des gens, déjà des gens normaux. Et quand on a déjà travaillé avec certaines personnes qui ont des difficultés mentales, tout ça, des handicaps, etc., bizarrement, c'est plus facile avec eux qu'avec les gens normaux. Ok. Vous voyez? Donc, mais en gros, c'est ça. Je vais te donner un point pour être plus clair. D'accord? Un point de mes secrets. Donc, côté mental de mes athlètes, c'est de toujours appuyer sur le même bouton. La motivation personnelle. Toujours leur faire comprendre que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont un but. Ils ont une motivation sur quelque chose. Leur objectif. Ça, si quelqu'un te dit ça, la première chose qui va revenir dans ta tête, c'est la chose que tu veux le plus. Pourquoi je suis là? Non. Au contraire, tu ne te poseras pas de questions. Si quelqu'un te dit, Ama, tu es là parce que tu as une motivation. Tu as un objectif, tu as un but. On a tous un but dans la tête. Bien sûr. Peut-être, quand je suis en train de parler à lui, son but, c'est d'acheter une Mercedes. Quand tu lui dis ça, c'est pas la clé des bras, le championnat du monde va venir dans sa tête. C'est son plus gros but pour lui, c'est sa Mercedes. Dans sa tête, il va se dire, j'ai trouvé cher, mais je peux, moi. Je sais que je peux.
Donc c'est de là où tu vois que le jiu-jitsu, la motivation personnelle, elle abrange tout un globe sur la personne. Pas que le côté sport, mais surtout le côté personnel. Si le côté personnel est bien, le côté sport va être mieux. Ouais. Donc, quand tu touches tous les jours dans le même bouton, c'est le bouton de la motivation personnelle de chacun. Comme j'ai déjà eu des exemples. Hein. Coach, tu sais que j'avais divorcé avec ma femme, je suis revenu avec elle. Vous m'avez dit ça, je me suis battu, j'avais fait une connerie, voilà, elle m'a accepté, aujourd'hui je suis une autre personne, machin. Je ne suis pas un coach personnel, moi, je ne suis pas un gourou. Ce n'est pas moi qui a fait le changement, exactement. Mais je suis obligé de motiver les gens sans connaître leur vraie motivation. De leur faire revenir sur leur motivation. Leur faire revenir indirectement dans le fond de leur cerveau sur leur plus grosse motivation, plus gros objectif. Peut-être l'objectif qu'ils avaient déjà laissé tomber. Ouais. On n'est pas, s'il ne laisse pas tomber ces objectifs qu'il a derrière, ici sur le tatami, il ne sera jamais tombé. Ah, c'est sûr. Et voilà. Alors, j'avais une question aussi par rapport à globalement la mentalité un peu dans le jiu-jitsu brésilien. Donc, de façon générale, le sport de combat, on sait très bien qu'il y a une bonne mentalité dans le sens où, moi, dans le karaté, peu importe où je vais en France, on est très solidaire. Dans le jiu-jitsu brésilien, quand je suis arrivé, c'était la même chose. Voilà, vous êtes très solidaires entre vous. Quand on s'entraîne, là, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas t'es mon ami, t'es mon copain. Voilà, on s'entraîne, mais à la fin de l'entraînement, voilà, c'est totalement différent. Qu'est-ce qui fait, et encore plus dans le jiu-jitsu brésilien et dans les arts martiaux de façon globale, qu'est-ce qui fait que, voilà, même dans le MMA, les gars, ils peuvent s'envoyer, faire semblant que voilà, ils essaient de se monter un peu en pression dans leur cerveau pour que le jour J, ils donnent le maximum. Mais une fois que le combat il est terminé, si demain ils savent très bien qu'ils ne vont pas recombattre ensemble, ils peuvent manger ensemble, c'est pas un souci pour eux. Qu'est-ce qui fait dans les sports de combat qu'on a cette mentalité-là? Déjà, le sport des combats, c'est quelque chose qui t'apporte une assurance, qui te donne une confiance en toi. Donc, ici en plus, tu es dans une ambiance, une bonne ambiance, tu as tendance à suivre. Moi, j'ai toujours dit, je pense que tu as déjà écouté, l'équipe, c'est le reflet du coach. Vous voyez? Et moi, je suis la personne que tu connais, le mec rigolo, le mec qui on va dire, qui vous crie dessus parce que vous avez fait une bêtise dans l'entraînement, mais c'est le mec qui derrière ça, il fait une blague. Le mec qui unit tout le monde. Je suis le coach de 45 ans, mais avec la tête d'un gamin de 18 fois. Donc tout ça, c'est à cause du sport. Donc quand on a un coach qui reflète une bonne ambiance, qui accueille les gens dans un endroit, dans un environnement sain et bon, c'est qui comme ça que ça peut marcher. Donc, quand tu arrives au club, tu dis, ouais, je m'entraîne dans Zder Team, les mecs, ils sont hyper cool, ils se donnent à fond à l'entraînement. Hein. Oh, mais tu vois, ils sont hyper rigolos, on rigole du tout, on ne se connaît même pas, tu vois, parce que mon état d'esprit, il est comme ça. Donc, c'est le reflet de l'état d'esprit du coach, qui est comme ça, qui permet aux élèves d'avoir la liberté entre eux, de s'y charrier, de s'y connaître. Ouais, c'est vrai que ça se taille beaucoup à l'entraînement. Voilà. Mais pourquoi? Parce que l'état d'esprit du coach, il est là. J'aurais eu un état d'esprit différent. Peut-être tu serais inscrit parce que tu veux apprendre le jiu-jitsu. Mais peut-être que tu n'aurais pas fait des amis. Ouais, c'est sûr. Ça serait juste un entraînement, tu pars, tu reviens, et le jour où tu allais te faire blesser dans un combat, tu ne revenais plus. Tu allais avoir, ouais, le mec m'a blessé, allez, il n'y a que des brutes là-bas. C'est social aussi, voilà. L'entraînement, on a l'impression que c'est un peu aussi social, contrairement à d'autres sports comme les sports de salle, etc., où on est tout seul, de certaines personnes qui s'entraînent ensemble. Mais là, c'est vrai que c'est différent. Tu viens, tu t'entraînes, mais il y a une bonne ambiance, et après, derrière, tu as envie de revenir parce que tu as envie de retrouver cette bonne ambiance. C'est du jiu-jitsu brésilien.
c'est brésilien. Il faut qu'il y ait cette source dedans. C'est brésilien, c'est de l'entraînement, c'est du ne jamais laisser tomber, en même temps que c'est de la rigolade, on charrie, on rigole, on s'entraîne, on parle de tout. C'est comme ça. Il faut que ça fonctionne dans une bonne ambiance. Ça ne fonctionnera jamais dans une mauvaise ambiance. Sinon, tu peux pas rester régulier, c'est dur si tu n'aimes pas venir à l'entraînement ou tu viens à. Même si tu sais que c'est dur, tu sais que tu vas passer un bon moment. Tu sais que tu vas passer un bon moment avec tes potes et tu sais que tu vas apprendre quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par l'avenir? Quels sont tes projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que tu accomplisses par l'avenir? Bon, t'es prêt? Là, c'est parti pour 3 heures de plus. Parce que Globalement, souvent ils me disent, j'arrive ici à la salle tous les jours. Hier soir, je suis arrivé, je dis, bon, ben, cet été, on va faire un coup de rafraîchissement. Là. On va mettre des étagères, la ceinture, les médailles là-bas. Et dis-moi, tu penses à tout en même temps? Je dis, ben, c'est comme ça que j'arrive. Donc, j'ai beaucoup de projets. Et une bonne partie des projets, c'est pour l'équipe. Donc, déjà, on a commencé avec le camp d'hiver cette semaine. Qui a démarré aujourd'hui à midi et demi, qui ont fait officiellement l'ouverture ce soir, jusqu'à samedi après-midi. Le plus gros objectif que j'ai avec l'équipe, pour l'instant, c'est le championnat de France Nogi fin d'avril à Paris. Ouais. À partir de là, on commence à envisager le championnat du monde Nogi aux États-Unis. Donc j'ai déjà commencé à faire un emplacement d'entraînement, faire une bonne méthodologie sémanale d'entraînement, comme j'ai toujours fait, mais bon, un peu plus amélioré justement parce qu'il commence à s'améliorer énormément techniquement, parce que physiquement, tu es en ceinture blanche, en ceinture bleue, ça reste toujours des débutants. Quand tu vas en ceinture blanche, ceinture bleue, qui se distingue par la technique, même s'il a perdu son combat, mais se distingue le fait qu'il est techniquement bon, c'est que là, tu vois que le travail est bien fait et que c'est juste une question de temps pour évoluer. Donc, le plus gros projet, c'est ça, c'est de faire les gars passer sur les plus grosses compétitions aujourd'hui, mondiales, pas en France, je parle au niveau mondial. Après, j'ai d'autres objectifs aussi, je ne sais pas si je dois dire le plus gros objectif, mais les gars, bientôt, vous allez avoir une nouvelle Zeder Timanis. Quelque chose de grand. Voilà. Dernière question, là c'est par rapport plus à l'actualité. Qu'est-ce que tu penses du combat John Jones et Cyril Gane? De ce qui s'est passé. Toi, en tant qu'expert du jiu-jitsu brésilien. En connaissant déjà le coach de John Jones, tout ça, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'ai toujours apprécié, je connais depuis la ceinture blanche. Et aussi l'autre coach qui était avec lui au piano, qui c'est plus un ami aussi. Je peux te dire que je ne savais pas, parce que je ne peux pas te dire je savais qu'il allait perdre, non. C'est du MMA, mon gars. Donc, un coup de poing, surtout quand tu as 120 kilos, le vent de la main qui passe, ça t'y. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai que John Jones, il n'a pas fait d'erreur. C'est une question d'étude. Il a étudié Gane. Il sait qu'il Gane, il n'est pas bon au sol. Donc, il a amené Gane au sol sur une stratégie, on va dire, de gréco-romaine. C'est-à-dire sans travailler sur les jambes, en travaillant sur le haut du corps. D'accord? Notamment pour éviter de supporter le poids des Gane sur lui. Et quand il a amené Gane, quand il a collé Gane sur la cage, qu'il a attrapé la guillotine, ce qu'il faut comprendre, c'est que la guillotine, ce n'est pas qu'une soumission. La guillotine, c'est aussi une position de contrôle, d'ajustement. Donc là, si vous voyez clairement, il est en train d'essayer la guillotine. Moi, j'ai dit peut-être non, parce que comme elle était, ça n'allait pas passer. Ouais. Il était mal positionné au début? Il n'était pas mal positionné, il s'ajustait. Il était positionné, mais il s'ajustait. Sauf qu'il y a des détails justement sur la guillotine qui sont importants de savoir. En rentrant bien sûr sur le vif du sujet, la technique. Gane, il n'a pas tapé parce que ça lui a étranglé simplement. La guillotine, c'est garder la tête de l'adversaire en dessous de tes épaules. D'accord? Là, John Jones, il n'avait pas forcément sa tête en dessous de son épaule, mais tu vois qu'il n'a pas décollé.
des guns. Pourquoi? Parce qu'avant d'avoir la pression du bas vers le haut, il faut la pression du haut vers le bas. Et c'est uniquement pour ça que Gunn n'a pas réussi à sortir. Parce que John Jones, il a gardé son torse, collant le menton à Gunn contre lui-même, il le dos plaqué sur la cage, personne ne sort. Le gars, il a 120 kg, plus la force du poids qu'il met, donc on va dire que tu dupliques un peu par deux le poids qu'il a mis sur la tête, pas sur les épaules. Donc, déjà, pour après justement ajuster. Une fois qu'il a placé le bras dedans, le poids il avait déjà. C'est pour ça qu'il a tapé. Donc, concernant le comportement des Gunn, moi je trouve ces combattants-là redoutables. Je trouve que son coach, il a fait un très gros travail avec lui depuis des années. Parce que ça fait pas longtemps qu'il est dedans en plus. Voilà. Je trouve qu'il a fait un gros travail avec lui. Il a fait ce qu'il fallait. Après, John Jones au pas devant. Qu'est-ce qui lui manquait à Gunn pour gagner ce combat-là? Il manquait un comportement de vainqueur. Pour qu'il soit plus agressif, c'est ça? Un comportement de vainqueur. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu ne fais pas des pas en arrière. Ouais. Tu avances. Ouais. Si tu regardes bien le combat, il avait plus la crainte d'avancer que d'autres choses. Ok. Donc cette appréhension, tu penses que... Voilà. Certains vont dire oui, mais parce que c'était John Jones devant. Oui, parce que c'est... Peut-être, tu ne peux pas être dans sa tête. Mais tu vois son comportement. C'est-à-dire, tu vois sa posture dans un combat, le combat à Paris où il a gagné. Ouais. Et tu vois il était plus agressif, ouais, c'est vrai qu'il était plus agressif. On voyait qu'il en voulait plus. Il avait plus envie qu'il a. Là, au début, peut-être qu'il était... Ouais, après, on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête, mais dans le sens où on avait l'impression qu'il était plus en... Voilà, au début, ça va tâtonner, on va avoir un peu... Il avait la crainte, exactement. Il avait la crainte. Et John Jones, pendant des années, dans les catégories en dessous, il y a plein de gars, des très bons lutteurs qu'on a essayé de l'amener au sol et qui n'ont jamais réussi. Okay. À une époque, on se disait, mais John Jones, tu ne l'amènes jamais au sol. Ils n'ont jamais réussi. Et là, c'est lui qui amène un gars au sol. Tu vois, le changement. Donc, vu qu'il a bien étudié la situation. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que il est rentré, à mon avis, d'accord, il n'avait pas un comportement. C'était le comportement qui lui manquait. Il était mou, il avait la crainte. Et tu ne peux pas avoir la crainte quand ça vaut un titre. C'est ça. Ouais. Tu ne peux pas te mettre en doute quand ça vaut un titre. Peut-être il a senti le poids de la présence de John Jones, peut-être il a senti le poids du titre, parce que c'est avec un gars qui impose quand même, mais il n'a pas le droit de sentir ça. Ok. Tu vois? Donc c'était plus sur l'aspect mental qui lui manquait. Voilà, pour moi c'est ça. Okay. Pour moi, après le sol, il n'a pas pu démontrer, justement parce que John Jones n'a pas donné l'opportunité, quoi. Okay. Malheureusement. Alors. Donc, tu préfères le gi ou no gi? Les deux. Les deux? Tu peux pas choisir? Non. Si demain t'as pas le choix, tu dois t'entraîner soit en gi ou en no gi? En gi. En gi? Ok, voilà, donc en gi. Ok. Bah, tu préfères demi-garde ou passe? Demi-garde. Soumission par clé ou étranglement? Étranglement. Triangle ou jujigatame? Jujigatame. Tu préfères être au-dessus ou en dessous? Passer la garde. Ok. Garde fermée ou garde ouverte? Fermée. Kimura ou Americana? Kimura. Entraînement technique ou open mat? Entraînement technique. Toujours. Et enfin, bon, tu as déjà répondu à cette question, mais jiu-jitsu brésilien, plaisir ou compétition? Compétition, toujours. Toujours. Ouais. Parce qu'un, il va avec l'autre. Tu ne peux pas faire de la compétition si tu ne prends pas plaisir. Ouais, c'est sûr. Merci à toi. Merci Chris. Restez connectés.